Cette vidéo est un petit peu particulière parce que nous allons rentrer dans les types en détail. Ce que j'entends par là, c'est que jusqu'à présent nous avons travaillé avec des types comme int, string et bool, on les a vus, mais on n'est pas allé dans le détail. Donc il faut prendre cette vidéo non pas comme une suite logique de la vidéo précédente, mais bien comme un entracte qui permet d'approfondir le sujet des types. En fait, cette vidéo sert un petit peu de référence et je vous invite à prendre des notes ou des captures d'écran de ce qui va être affiché pour pouvoir y revenir plus tard si nécessaire avec les informations que je vais vous délivrer. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez la totalité de ce que je vais dire directement ici, mais ça vaut quand même le coup de dire ça maintenant pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement ce n'est pas anodin le typage. On a vu que le langage se réserve des mots-clés pour les types. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit simplement d'alias, c'est-à-dire d'un raccourci. Par exemple, nous avons vu int, int, mais de façon sous-jacente, le type derrière ce mot-clé a été défini au sein du framework.NET en tant qu'un objet pouvant héberger des informations sur un entier. Et en fait, le int correspond à un entier qui est codé sur 32 bits. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de choses encore pour l'instant, pas d'inquiétude, encore une fois c'est une vidéo de référence. Si ça vous semble trop complexe, n'hésitez pas à avancer dans le temps ou même à la passer à la vidéo suivante. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de types différents qui existent directement dans le framework.NET. Je vais prendre l'exemple de la représentation d'un chiffre d'une variable numérique. Selon certains critères comme la taille du numérique qu'on veut stocker, si c'est un très gros chiffre ou un très petit chiffre, le fait que ce chiffre puisse être négatif ou non, ou s'il peut avoir une partie décimale, va influencer le type qu'on va choisir. Jusqu'à présent, par exemple, on a simplement choisi int, qui correspond à un entier. Un entier pouvant d'ailleurs être positif ou négatif, mais ne pouvant pas avoir de partie décimale. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit, étant donné qu'il s'agit d'une vidéo de référence, je vais vous partager un tableau qui reprend tous les types numériques. Voici la table de référence des types numériques qui existent dans le framework.NET et en C#. Dans la première colonne, on retrouve le type en C#, donc l'alias. C'est ici par exemple qu'on peut voir sur cette ligne qu'on a int, le fameux int qui servait de type. Dans la colonne juste à côté, on va retrouver les types système, à savoir les types tels qu'ils sont codés dans le framework.NET. Et on voit, encore une fois sur la ligne du int, que int correspond en vérité à un objet qui s'appelle int32 qui est stocké dans system. Donc si j'écris system.int32 comme c'est écrit là, espace âge égale 32, j'aurai exactement le même comportement et la même façon d'être que le int qui est qu'un raccourci d'écriture en C#. Donc toute la colonne de gauche sont les raccourcis de ce qui est réellement le type explicité dans la colonne de droite. Dans certains cas, le compilateur ne pourra pas faire le distinguo, si vous utilisez var notamment, entre une valeur et une autre. Et de ce fait, il va avoir besoin d'un suffixe, c'est-à-dire qu'on va écrire la valeur et après on va rajouter le suffixe. On voit ici que certains types, comme par exemple long ou uint ou ulong, ou même dans les types réels decimal, double et float, ont besoin d'un suffixe. Par exemple, si je veux écrire un entier et le stocker dans un long, je vais devoir le suffixer avec un L, 32L. Ça peut sembler bizarre, mais c'est une instruction que le compilateur sait utiliser pour faire ce qu'il faut. À des fins de référence, j'ai rajouté également la taille que prend en mémoire une variable de ce type-là. On voit par exemple qu'un entier int est codé sur 32 bits, c'est-à-dire qu'il va réserver 32 bits de mémoire sur votre espace RAM dans l'exécution. Et finalement, en dernier, j'ai mis la plage des valeurs possibles. Alors, à noter ici que c'est 2 exposant 7, même si le 7 est en bas, et non pas 2 avec un 7 qui est en dessous, c'est bien exposant 7. On voit par exemple sur la ligne du long que la valeur peut aller de moins 2 exposant 63 à plus 2 exposant 63 moins 1, ce qui est quand même énorme. On a une petite subtilité, on voit bien que ces groupes sont séparés en 3 groupes, les entiers signés, les entiers non signés et les réels.
qu'en est-il? Une variable entier signée indique que la valeur peut être positive ou négative. Sans vouloir faire un cours sur la façon dont est codé un entier en mémoire, le langage va se réserver un bit de la mémoire affectée pour définir si oui ou non il est négatif. On appelle ça la signature. Et grâce à la valeur de ce bit-là, il saura si l'entier est positif ou négatif. Ensuite, on a les entiers qui sont non signés, ce qui veut dire que le bit qu'on utilisait pour la signature devient un bit de valeur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut constater, si je prends le cas du int, qui allait de moins 2 exposant 31 à plus 2 exposant 31 moins 1, va cette fois-ci de 0 à 2 exposant 32 moins 1. Ce qui est loin d'être anodin, d'avoir un bit de plus pour coder une valeur supplémentaire. Et donc, les entiers non signés ne peuvent pas être négatifs, 0 étant la valeur minimale, c'est-à-dire que tous les bits de la valeur sont égaux à 0. Alors que si on était en signé, le premier indiquerait la valeur de la signature. Finalement, nous avons les types réels qui, à l'instar de ce qui se fait en mathématiques, sont les types avec des virgules. Donc on le voit, il y a 11 types pour représenter les numériques en C#. Et ce n'est pas exclu qu'il y ait d'autres types qui arrivent dans le futur. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez le plus souvent utiliser int, double et décimal, qui sont les types les plus courants. Les autres sont donnés à des fins indicatives. Si vous êtes dans une optique d'optimisation des performances en mémoire par rapport à un projet donné, vous pouvez vous servir de cette table de référence afin de choisir le type qui correspond le mieux à ce que vous voulez stocker. Si par exemple vous voulez stocker l'âge d'une personne, la valeur stockée sous forme de byte est largement suffisante, parce qu'elle va de 0 à 255. Si par contre vous voulez effectivement stocker les millimètres carrés d'une propriété, peut-être qu'il vous faudra un ulong ou un uint. À l'inverse, si vous souhaitez par exemple stocker des températures, peut-être qu'un short sera suffisant. En bref, il faudra adapter le type par rapport à la donnée que vous voulez stocker si vous souhaitez optimiser la mémoire. Si ce n'est pas une préoccupation pour vous dans l'état actuel des choses, je vous recommande de vous cantonner à int, float, double et décimal. Maintenant, portons notre attention sur les types à virgule. On voit ici que le double a une très grande possibilité de stockage et le float et le décimal pas autant. Alors pourquoi? Je vais vous apporter quelques détails supplémentaires. Les types float et double sont des types à virgule flottante, appelés à virgule flottante, pour des calculs haute précision, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à un millionième en termes de précision. Donc ces valeurs-là, float et double, sont recommandées pour des calculs mathématiques où vous avez besoin de valeurs scientifiques précises, très précises justement, parce que ça va vous permettre d'aller faire des calculs avec une très haute précision. Par contre, si vous utilisez ce qui est le plus courant dans les logiciels de gestion, un nombre à virgule pour stocker des éléments financiers, dans ce cas le décimal est bien plus approprié parce que la haute précision ne risque pas de créer des erreurs d'arrondi sur des additions. C'est un sujet un petit peu avancé, mais il faut savoir que la valeur 1 par exemple en float ou en double peut être égale à 1,320,1. Donc 1,00032 fois, suivi d'un 1, ce qui n'est pas vraiment 1, et qui, si on l'arrondit avec une logique, par exemple, d'arrondir aux 50 centimes près, et qu'on arrondit au supérieur, et ben 1 est égal à 1,50 €, ce qui peut être très dommage dans les calculs financiers. Bon, sauf si c'est dans votre poche, bien sûr. Donc, ça, par rapport au type réel, je tiens à porter votre attention là-dessus. Le mieux, si vous faites du financier, c'est décimal. Vous éviterez beaucoup des problèmes. Et si vous êtes dans la science, float ou double, vous pouvez voir le tableau précédent. Selon la granularité et la taille de ce que vous voulez stocker, choisissez l'un ou l'autre. Depuis la version 7 de C#, on peut aussi utiliser un séparateur pour les gros chiffres. Par exemple, avant, quand je voulais stocker 1 milliard dans un entier, eh bien j'avais 1 suivi de 9 zéros. Et il fallait que je entraîne mon œil à créer des groupes. Maintenant, je peux les séparer, par exemple comme ici, grâce à un underscore. Et finalement, le suffixe n'est obligatoire
que s'il existe une ambiguïté. Par exemple, si j'ai une var mon entier est égal à 16, par défaut, le compilateur va dire qu'il s'agit d'un int. Mais si je rajoute le suffixe ul, eh bien je dis que je veux un unsigned long, et dans ce cas, le type de ma variable ne sera pas un entier déduit, mais bien unsigned long. Donc le suffixe n'est obligatoire qu'en cas d'ambiguïté. Encore une fois, je vous invite à vous procurer la table de référence des types numériques pour la garder précieusement au cas où vous en aurez besoin.